Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro au sud. Aujourd'hui, je vous emmène en terre catalane, sur la côte Vermeille. Ici, c'est un petit coin de paradis. On est à l'extrême sud des Pyrénées-Orientales et il fait beau plus de 320 jours par an. La côte Vermeille, c'est 30 km de petits bijoux. Des vignes, le soleil, la mer et les Pyrénées en toile de fond. Dans cette émission, je vais me pencher sur une spécialité locale, l'anchois de Collioure. Ici, on en pêche depuis le Moyen-Âge. Nous nous pencherons sur un patrimoine parfois oublié, les murettes en pierre sèche. L'entreprise Pierre en Paysage s'est lancé le défi de les restaurer. Mais nous irons aussi rendre une petite visite à Nathalie. Elle fabrique du vinaigre de Banyuls et vous comprendrez pourquoi les plus grands chefs se l'arrachent. Mais avant, je vous emmène à quelques pas d'ici, à l'Anse de Polille, pour aller voir Jérémy qui restaure les fameuses barques catalanes. C'est parti pour une nouvelle aventure au sud. Salut Jérémy. Bonjour Émilie. Merci de m'accueillir dans ton atelier. Avec plaisir, bienvenue à l'atelier des barques de Polille. Donc ici, on restaure des bateaux patrimoniaux méditerranéens. C'est ça. En fait, le département a créé l'atelier des barques dans le but de sauvegarder une collection de bateaux classés Musée de France. Historiquement, ces barques servaient à pêcher la sardine et l'anchois, les spécialités régionales. C'est ça. Sauf que ces barques ont commencé à disparaître dans les années 50, notamment avec l'arrivée du moteur. À partir des années 50, effectivement, elles ont d'abord été modifiées. Ensuite, des bateaux plus modernes et plus importants sont apparus et donc ont commencé à détrôner la barque catalane. Et dans les années 70, avec les plans de restructuration du littoral et le développement du tourisme, les bateaux ont été complètement abandonnés puisqu'en fait devenaient gênants. Parce qu'ils étaient tirés sur la plage. Parce qu'ils étaient tirés à terre sur les plages, effectivement. Et en fait, on voulait libérer les plages. Et il fallait libérer la place. L'atelier a vu le jour en 2010 et une vingtaine de bateaux ont déjà été restaurés. Il faut parfois compter jusqu'à 2 ans pour pouvoir remettre une barque à flot. Pour l'aider, Jérémy peut compter sur le soutien de son apprenti, Cécile. Et toi, Jérémy, t'as formé Cécile ou t'as pas eu besoin? Je suis en train. Elle a déjà la connaissance de la matière, des assemblages. Et après, là où en fait je vais la former, c'est vraiment sur les techniques de restauration de bateaux traditionnels. D'où te vient cette passion pour les bateaux? Il y avait un charpentier dans la famille? Non, pas du tout. Petit, j'ai toujours été attiré par les bateaux en bois, les histoires de pirates. Et en fait, avec mon papa, on allait souvent en vacances en bord de mer. Et quand il n'y avait pas de vent pour aller faire de la planche à voile, on allait se balader sur les ports et on cherchait les vieux bateaux en bois. Et donc, à travers ça, il m'a aussi un petit peu donné le goût de ces vieux bateaux, de ce patrimoine en fait. Ça vient de là. Voilà. Bonjour. Bonjour Émilie. Ça Bonjour va? Jérémy, ça va? Écoutez, nous allons embarquer sur l'Idéal et puis on va donc aller en mer et naviguer un peu avec toutes les barques catalanes. C'est bon? C'est bon. Super. Il va falloir que vous veniez de ce côté. Vas-y. Merci. De rien. Et donc maintenant, le but c'est de lever la voile, de hisser la voile. D'accord? Moi, je me laisse. Allez. Allez Émilie. T'es prête? Allez. Oui. Attends, et moi, j'ai rien. Vas-y, vas-y. Une chose. Là, j'ai besoin d'aide. Allez. Mets ton poids, mets ton poids. Vas-y. Ah, d'accord. On va avec le poids. Encore un coup. Encore. Là c'est bon. Voilà, allez, super. Voilà. Et tu l'enroules? Voilà, tu Tu fais un vois. nœud? Ouais. C'est bien de savoir les faire, ouais, c'est sûr. Coup de main pour passer, Voilà. Tu veux coup de Et main tu vois le pour nez passer débrayable, ça veut dire que tu tires, tout descend. On tire et Voilà, du coup, c'est pas bloqué. rapidement, ça peut s'enlever. C'est agréable de pouvoir prendre la mer, mais en plus sur une embarcation aussi ancienne. Ouais, traditionnel, ouais. C'est des bateaux qui sont chargés d'histoire, qui ont fait partie du paysage des côtes catalanes et méditerranéennes pendant très très longtemps. Ils ont failli disparaître à un certain moment et grâce
Grâce à une poignée de passionnés. Déjà une poignée de passionnés qui les ont sauvés de la destruction, qui les ont remis en service, ont essayé de les refaire naviguer, ont appris des anciens pour les faire naviguer et puis aujourd'hui on peut transmettre aussi. Et grâce à des initiatives aussi comme celle de l'Atelier des Barques, aujourd'hui ça permet à des associations de pouvoir être, je dirais, les garants de ces bateaux, et tout en les faisant naviguer et en perpétuant les savoir-faire de navigation. Donc aujourd'hui, ces bateaux font de nouveau partie de ce paysage. Voilà. Et c'était important pour toi. C'était important. Même si ces barques catalanes ne servent plus à pêcher l'anchois et la sardine, la spécialité locale reste toujours l'anchois de Collioure. Florent, justement, avec ta famille, vous perpétuez cette tradition autour de l'anchois depuis 150 ans. Exactement, c'est mon arrière-grand-père, Alphonse Roch, qui a fondé la maison en 1870. Et ça existe depuis le Moyen-Âge, en fait, la tradition de l'anchois à Collioure. Justement, on t'a suivi dans les ateliers familiaux au cœur du village de Collioure pour comprendre ce savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, la mère de Florent tient toujours le magasin familial. À l'étage, voici l'atelier historique où 2 ouvrières travaillent l'anchois comme à l'époque. On va saler un petit peu. Eh oui. Hop, je l'ouvre là. On va ouvrir le sel d'Aigues-Mortes, le sel marin d'Aigues-Mortes. Des salins, ouais. Des salins. Tant qu'on peut jouer sur Oui. travailler en proximité. Oui. Bon, c'est bon. Ça te va? C'est bon, ça suffit. Voilà, après on en remettra. Alors on vide. Plus. Voilà. L'anchois, au départ, c'est un poisson fragile. Il faut qu'il soit immédiatement pris dans le sel. Hein. Sinon, il se laisse aller et il ne tient pas. Hein. Malheureusement, on n'est plus que 2. À l'époque, il y a eu jusqu'à 30 maisons d'anchois. Il y avait même 15 marailleurs, 2 constructeurs de navires. Enfin, il y avait jusqu'à 2000 personnes qui travaillaient directement et indirectement de la pêche. C'était à la fin du 19e à peu près. D'abord, il est présalé, il va rester une nuit minimum. Et après, on va le ressortir, on va les téter. Parce que là, il a encore les têtes. Ouais, regardez. Il est entier avec la tête et les viscères. D'accord. Et le lendemain, on va les téter, les viscérer. Donc on va retirer la tête et en tirant, les viscères vont sortir. Et on le rangera dans des fûts, une couronne d'anchois, une couche de sel, des fûts bleus comme ceci. Oui. Et on le mettra en maturation pendant 3 mois minimum. En fait, la salaison de poisson à Collioure existe depuis le Moyen-Âge. À l'époque, c'était sardines et anchois. Toujours avec le sel. Bon, après, il y a un côté historique, ça a tout le temps été comme ça, culturel. Mais après, c'est vrai qu'on va le voir au niveau du travail, l'anchois est tellement fragile, c'est un peu le travail d'orfèvre. Parce que si on filette trop vite, on casse le poisson, il est sale. Alors qu'il faut avoir un bon timing et toute la journée à fileter, c'est pas forcément donné à tout le monde. Il faut vraiment avoir de la patience et aimer son métier, je pense. Vous voyez, on retire l'épine dorsale. Ça fait un petit creux qui nous indique l'endroit où passer nos doigts. Et là, avec le pouce, on sépare un premier filet. Voilà. De l'arête centrale. Alors, par jour, par fileteuse, dans les usines, elles font à peu près entre 15 et 20 kilos de filets. Et tout ça en bavardant. Hein. Pour 15 kilos, avec un filet de 5 grammes, ça donne 3000 filets par jour par fileteuse. Tous les vendredis, la famille au grand complet déguste ensemble les anchois préparés par la mère de Florent. On met des filets d'anchois, des poivrons grillés et c'est le plat à la catalane. Et même la dernière génération a mis la main à la pâte. Que des blancs. Que des blancs. Ah oui. T'en as trop mangé des autres. Bah ouais, je mange ce que j'ai fait. Tu as mangé tout ce que tu as fait? Oui. Mes amis. Non, c'est pas tout.
Bon, ils sont bons ou pas ces anchois? Ils sont bons, ils ne sont pas trop mûrs, mais une fois accommodés, ils sont bons. Hein. Je m'apprête à retrouver André qui a fondé l'entreprise Pierre en Paysage. Et il est justement sur un chantier avec ses équipes. Bonjour André. Bonjour. Oula, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Le passage n'est pas évident. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va. Merci. Ça va. La mer, le soleil, les vignes, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Bah rien, non, je pense que là on a tout. Hein. C'est quand même un endroit paradisiaque, voilà. C'est le cru Banyuls, dans toute sa splendeur. Voilà. Alors explique-moi l'importance des murettes justement pour pouvoir cultiver la vigne. L'idée, c'est de retenir la terre. L'idée c'est de retenir la terre parce que bon, on est sur un terrain de schiste. Hein. Donc on a très peu de terre arable, hein, de terre pour planter la vigne et puis qui ait la possibilité de mettre en place une culture. Puis ici quand même on est dans une région vraiment où on a des précipitations très fortes. Donc il peut ne pas pleuvoir pendant 6 mois et puis d'un seul coup en 3 jours de pluie on a l'équivalent d'une pluviométrie de 6 mois. Et donc effectivement en créant artificiellement des terrasses, ça évite le ravinement, hein, ça évite que la terre finalement se retrouve à la mer quoi, hein, quelque part. Et deuxième chose aussi effectivement, le fait de créer des terrasses, donc ça permet de cultiver la vigne de façon plus rationnelle. On est beaucoup plus à plat, hein, on diminue la déclivité. Et donc effectivement, au niveau de la conduite de la vigne, ça change la donne quand même. Hein. Voilà. Mais le rôle de la murette est essentiel sur ce cru. Il y a 2600 km de murette, dit-on, sur le cru Banyuls. Donc ça traduit quand même l'importance que cette murette revêt sur le secteur, sur le cru, quoi. Ça fait partie du patrimoine de la région. Ça fait partie complètement du patrimoine de la région, oui, tout à fait. André, tu étais viticulteur. Voilà. C'est comme ça que tu as appris ou que tu as chopé le virus de la pierre sèche? J'ai été viticulteur. C'est comme ça que j'ai aimé la pierre sèche. Voilà, j'ai aimé la pierre sèche. Après, il y a eu toute une initiation avec une vieille personne de Banyuls qui est décédée depuis et qui m'a expliqué un peu le savoir-faire. Et c'est vrai que c'est par lui que j'ai vraiment pris ce virus, quoi. Hein. Parce qu'en fait, c'est ça qui est curieux, c'est que dans la pierre sèche, tout est histoire de tradition orale. Il n'y a pas d'écrit véritable sur la technique de la pierre sèche. En tous les cas, sur ici, quoi. Et tout se transmet depuis des millénaires par la parole, quoi. C'est une démarche authentique, quoi. Voilà. Mais effectivement, on arrive à sculpter les montagnes avec. Mais justement, tu es en chantier avec tes équipes, on va aller voir comment ça se passe. Ouais. Donc là, ils sont 3 à travailler sur une murette qui s'est effondrée. Voilà, là c'est un travail d'entretien. Hein. D'entretien plus, hein, parce qu'effectivement la murette s'est effondrée. Donc le mieux, c'est souvent de tout enlever pour tout refaire. On enlève tout, on revient donc à la roche-mère, hein, ça c'est l'idéal. Hein, pour avoir une bonne assise, une bonne fondation, il faut revenir à la roche-mère, épouser cette roche-mère avec des pierres suffisamment costauds et bien solidaires l'une avec l'autre. Et puis sur cette base-là, ensuite, on élève la murette, quoi. Voilà. En dehors du fait d'adorer la pierre sèche et aussi le travail qu'il y a autour, c'était aussi le fait de redorer ce patrimoine qui t'intéressait. Complètement. Je crois qu'on est parti vivant ici, on fait partie intégrante de ce paysage, de cette histoire, de ce savoir-faire. Et il fallait au bout de la démarche et je pense qu'on est dans le bon fil. Même si moi, je suis en fin de course, hein, vu mon âge. Non, t'es en forme, je t'ai vu taper sur les pierres tout à l'heure. Merci beaucoup André, en tout cas pour cette visite. Eh bien merci aussi. Au revoir. À bientôt tout le monde. Au revoir. Ce que je vous propose maintenant, c'est de nous intéresser à Nathalie. D'abord parce qu'elle a fait appel à Pierre en Paysage pour ses propres murettes, mais aussi parce qu'elle a un produit d'exception à nous présenter, le vinaigre de Banyuls. On est allé lui rendre une petite visite. Je les bichonne.
Là, ils sont en plein soleil puisque ça commence à chauffer. Donc 2 fois par jour, on leur donne la petite douche. J'accompagne vraiment le vin dans sa transformation. Je n'interviens pas, jamais. Je mets rien d'autre dans le tonneau, je fais rien en fait. Je laisse faire la nature. C'est pour ça qu'il me faut des très jolis vins, qu'il me faut des vins sains, qui ne soient pas ou peu sulfités, des vins le plus naturels possible. Et moi je mets aussi dans la décantation et dans la mise en bouteille, on ne rajoute non plus rien. Donc on reste sur un produit vivant et qui est très goûteux. Donc il y a besoin de soleil, d'air et de toutes les choses de la vie, quoi. Voilà. Après on va baisser les petits rideaux et dans l'après-midi le soleil est parti, donc on relève les petits rideaux et avant de partir le soir on remet un petit coup d'arrosage. Moi je pense qu'un vinaigre a toute sa place en gastronomie. On pense acidité parce qu'on pense vinaigre industriel, mais un vinaigre artisanal fait avec des jolis vins, oui, il y a de la fraîcheur, il y a de l'acidité, mais il y a beaucoup de goût. La barrique est remplie qu'à moitié parce que la transformation de l'alcool en acide acétique, donc en vinaigre, va se faire par la surface. Après, on a fait une grande ouverture pour qu'il y ait un contact avec l'air assez important. Et l'air est primordial puisque les bactéries sont dans l'air. Donc il y a des millions de bactéries naturelles qui sont là, qui vont venir se déposer à la surface du vin, former ce voile. Et là, on est devant le travail des bactéries qui vont transformer l'alcool du vin en acide acétique. C'est aussi simple que ça. Et nous, notre travail, il est de surveiller, d'accompagner, de goûter. On goûte assez régulièrement les barriques, donc on met le doigt dedans, hein. On goûte. Et si ça nous semble prêt à la dégustation, on va faire une analyse et on va soutirer à ce moment-là dans les maréjanes pour que le vinaigre se repose. Au total, Nathalie produit environ 20 000 litres de vinaigre par an. Cela fait déjà 20 ans qu'elle fabrique son propre élixir grâce aux meilleurs vins locaux. Elle va justement rendre visite à son ami vigneron, Laurent, pour récupérer du blanc de Banyuls. Ça va? Ouais, bien, et toi? Très bien, très bien. Ça va ou non? On va se régaler. Bien sûr que ça va bien. C'est une Banyuls blanc 2017. Il est un peu moins clair que l'année dernière, donc c'est parfait pour ce que tu fais. C'est mielleux et très fleur. C'est encore très floral, ouais. C'est vrai. Hein. Bon, hein. Jolie base pour faire du bon vinaigre blanc, de Banyuls blanc. C'est magnifique. On peut se référer à la cuisine. On ne va pas faire un bon plat avec des mauvais ingrédients. Et le vinaigre, c'est exactement pareil. Meilleur sera le vin, meilleur sera le vinaigre. Et là, je suis dans le top des Banyuls blancs. Donc mon vinaigre de Banyuls blanc, il est quand même très bon parce que j'ai la chance d'avoir des vignerons comme Laurent qui travaillent de cette façon. Donc je ne suis pas magicienne. Le vinaigre est bon parce que le vin est bon. Il y a vraiment un boulot avant moi. Si la base n'est pas formidable, si elle n'est pas aromatique, si l'équilibre n'est pas bon, le vinaigre, il sera quelconque. Ouais, on va faire moyen. Alors que là, on ne fait pas moyen parce que le vin est magnifique. Et donc nous, on est heureux, on est fiers aussi de confier nos raisins qu'on a transformés en Banyuls à Nathalie qui va créer un vinaigre formidable, quoi. Donc tes petites bactéries vont se régaler là. Oui. Elles vont juste faire leur petit boulot et tes clients ils vont être contents dans quelques mois. C'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. La dernière étape de mon voyage sur la Côte Vermeille se trouve sur les hauteurs de Collioure. Je vous emmène au Fort Saint-Elme pour une visite de nuit et complètement insolite. Son propriétaire Jean-Claude m'attend déjà sur place. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Émilie.
Heureux de te voir. Merci de On va m'accueillir t'emmener chez toi. dans des endroits où personne ne va. Génial. Allez, suis-moi. Voilà, Émilie. On est devant la porte blindée. Il y a un code secret. Je vais te montrer comment on ouvre cette porte. Voilà. Ça date de quand cette technique? Attention à ta tête. Et là, on commence à rentrer dans les entrailles du fort. Ah tiens, bonjour. Arrête. Arrête, parce que moi, je m'attends à tout moment à voir quelqu'un débarquer dans notre dos. Explique-moi l'histoire de ce fort. Il a été construit au VIe siècle et il était un point stratégique pour mener la guerre. Tout à fait. Pour défendre Perpignan, il faut une forteresse. Cette forteresse, il faut qu'elle défende les 2 points d'accès. Les 2 points d'accès, c'est le port de Collioure et le port de Port-Vendre. Et donc, au-dessus des 2, on fait une forteresse en étoile, qui a été ensuite réhabilitée par Vauban et qui a servi pendant toutes les guerres jusqu'à la Révolution. Ici, il y avait 150 personnes qui travaillaient, des infirmiers, des boulangers, des forgerons, des métalliers, des soldats qui dormaient sur des gravats. Voilà, toute une vie absolument inconnue et très peu racontée dans les livres d'histoire. Et ici, tu es dans l'histoire, tu es dans la vraie histoire du fort. Donc chacune de ces alcôves avait une fonction particulière. Et ici, on sait que c'était la forge, parce qu'il y a une excavation pour la fumée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Derrière, il y avait un hôpital dans lequel il y avait une dizaine de lits. Et toi, tu arrives à venir seul ici en sachant qu'il y a eu des cadavres ici? C'est une petite question d'habitude. On a toujours un petit frémissement quand on entend un bruit, mais c'est aussi le charme de ces vieux bâtiments. Et les souterrains mènent quelque part? Les souterrains, je vais te montrer, ils mènent quelque part. Et on arrive ici. On recule un petit peu, et ici, il y a des cailloux. Et c'est là où sont les souterrains. Ils commencent ici, ils descendent complètement très profond dans le fort. Après, ils passent sous les fossés, et ils vont s'ouvrir sur l'extérieur. Ça, malheureusement, je ne peux pas te le dire. Merci beaucoup pour cette visite, Jean-Claude. Intéressant, les souterrains? Ah oui, je suis pas prête d'oublier. Écoute, il y a mieux encore. On va monter sur le pas de tir et ensuite on va monter au sommet de la tour. Ça se commence à se lever et cet univers qui était tout noir, il va se déchirer. Et à chaque endroit, c'est la même ligne orange qui va commencer à se lever. C'est féerique. Comment est-ce qu'on devient propriétaire d'un tel lieu? On devient propriétaire d'un tel lieu par héritage. Je suis l'héritier de plusieurs ducats, dont mon arrière-arrière-grand-oncle qui a acheté ce bien. Il l'a entièrement reconstruit. Et moi, je l'ai repris en 2000. Mais je sais aussi que c'est un privilège extrêmement qui peut s'arrêter à chaque seconde si je ne fais pas attention à préserver ce monument et à être intelligent dans sa rénovation, sa construction et son développement. Voilà. Comme tous les privilèges, ils sont forcément éphémères. Voilà, 2 tiers. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est les différentes couleurs de la mer. Il y a des endroits où c'est sombre, des endroits où c'est doré, des endroits où c'est un peu vert, un peu bleu. Et surtout, la mer se confond avec le ciel. Et c'est ça qui est absolument merveilleux. Ah oui, je profite du moment. Parce que moi, je sais que j'ai pas tous les jours l'occasion de voir un aussi beau lever de soleil. C'est incroyable. Si tous les grands peintres du début du siècle sont venus ici, c'est pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il y avait le train. Et la deuxième, c'est parce que la lumière de cette région est une lumière absolument extraordinaire. Et c'est certainement derrière que se trouvent les racines du fauvisme. Collioure a été le berceau du fauvisme. Ce mouvement artistique est apparu dès le début du XXe siècle. Le petit port de pêche catalan a inspiré de nombreux peintres comme Matisse ou Derain. Merci beaucoup Jean-Claude pour cette visite, j'ai adoré. C'est sur ce magnifique lever de soleil que l'on se quitte. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir ou redécouvrir la Côte Vermeille. Merci à tous les invités. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au sud.